Un camp de réfugiés maliens basé à Tizali, département de Tassara, région de Tawa, a été attaqué hier par des éléments d'AQMI. Un bilan non officiel parle d'une vingtaine de morts dans les rangs de nos FDS. Réaction dans ce journal. La réunion du Conseil national de dialogue politique a entériné hier le report des élections locales. Une décision illégale selon le porte-parole de l'opposition que vous suivrez dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Le Niger en deuil après la mort hier d'une vingtaine d'éléments des forces de défense et de sécurité suite à l'attaque de Tizali. C'est dans le département de Tassara, région de Tawa. Une attaque non encore revendiquée. En attendant le bilan officiel de cette énième attaque, suivant les premières réactions des acteurs de la société civile, on les écoute. C'est avec beaucoup de compassion que nous avons appris la triste nouvelle où une vingtaine de nos soldats sont tombés. Et c'est très dommage. Permettez-moi d'abord de présenter mes condoléances à l'ensemble de la famille militaire, mais également aux familles des victimes. C'est très dommage à ce moment précis pour ces soldats-là qui sont tombés. Et ce n'est pas une première fois, c'est un coup dur pour le Niger, c'est un coup dur pour l'armée nigérienne. Nos sincères condoléances à la famille des disparus et que la terre, en tout cas, l'air soit légère. Et nous souhaitons en tout cas un prompt rétablissement aux blessés. Nous avons appris l'information à travers de médias internationaux et comme d'habitude, ce qui est déplorable parce que les gouvernements chaque fois tardent à réagir ou à informer la population dans laquelle, en tout cas la population, sur une situation donnée. C'est une situation dramatique, c'est une situation en tout cas qui nous affecte tout. Parce que durant ces 2-3 années passées, les Nigériens, en tout cas, se sont confrontés avec des phénomènes nouveaux de nature. En tout cas, à chaque fois, on nous annonce des mauvaises nouvelles de nature, en tout cas, à non seulement décourager les Nigériens, démotiver les Nigériens, mais aussi les Nigériens sont démotivés et découragés à travers le comportement du premier responsable, à l'occurrence le président de la République. Parce que au moment où cette attaque a eu lieu, au moment où le Niger est en deuil, en tout cas sur son compte Twitter, en tout cas nous a publié en tout cas un truc comme quoi il félicite le nouveau secrétaire général de l'ONU. Et une autre photo de son dîner en tout cas a été publiée dans les réseaux sociaux, ce qui semble dire aux Nigériens en tout cas le gémafoutisme en tout cas des morts, et nous pensons que c'est une insulte à l'égard ou à la mémoire même de ces soldats disparus et au-delà au peuple nigérien. Donc nous pensons que c'est un contexte plus que jamais que les Nigériens prennent conscience. Les Nigériens prennent conscience et en tout cas collaborer avec la FDS pour que ce genre de drame ne se répète plus. C'est le président de la République et son gouvernement qui sont en tout cas incapables de mettre à la disposition de nos forces armées des moyens adéquats, des moyens conséquents pour en tout cas répondre en tout cas à la limite de leurs moyens, en tout cas à toute attaque et aux ennemis. Relativement à cette attaque d'hier non revendiquée, ce communiqué de presse de la Commission nationale des droits humains, la Commission nationale des droits humains, CNDH, a tenu plutôt une réunion extraordinaire ce vendredi 7 octobre 2016 à l'effet de se pencher 1. L'attaque du camp des réfugiés de Tizalit, département de Tassara. En effet, le jeudi 6 octobre 2016, le camp de réfugiés de Tizalit, dans le département de Tassara, région de Tawa, a été la cible des groupes terroristes qui sont sans pris aux éléments des forces de défense et de sécurité
en poste dans la dite localité. L'attaque a occasionné une vingtaine de morts parmi les FDS et de nombreux blessés. En cette douloureuse circonstance, la CNDH exprime sa vive compassion à cet acte barbare perpétré par des individus égarés dont le seul dessein est de semer le trouble et la terreur dans notre cher pays. Présente ses condoléances les plus attristées aux familles des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. La CNDH apporte son soutien indéfectible au FDS résolument déterminé dans le noble combat de la défense du territoire national et de la préservation de la sécurité des personnes et des biens dans notre pays. 2. Sur les opérations de déguerpissement des kiosques sur la voie publique. La Commission nationale des droits humains se préoccupe vivement de la situation provoquée par ces opérations. C'est pourquoi la CNDH a entrepris et poursuit une série de rencontres avec l'ensemble des acteurs impliqués afin que des solutions consensuelles y soient trouvées dans le strict respect des droits humains. Fait à Niamey le 7 octobre 2016 pour la Commission nationale des droits humains, la vice-présidente Madame Sidikou Fatouma. C'était la teneur d'un communiqué de presse de la CNDH relative à cette attaque qui a eu lieu hier et qui a endeuillé le peuple nigérien. Toujours en rapport avec cette question de sécurité dans le cadre de la coopération entre notre pays et l'Allemagne. La chancelière allemande Angela Merkel sera en visite officielle de travail à Niamey le lundi 10 octobre 2016. Parmi les questions qui seront à l'ordre du jour de cette visite figure l'installation d'une base militaire allemande sur le sol nigérien après celle de la France et des USA. Des bases militaires qui ne mettent pas les Nigériens à l'abri des attaques terroristes. Citoyens et acteurs de la société civile s'inquiètent de la situation et c'est le reportage de Nafissa Alfari. Au regard de ce qui se passe actuellement sur le terrain, plusieurs interrogations ne cessent de tarauder les esprits, à savoir ce qu'elles valent et quelles justifications pour leur présence sur le territoire. Il s'agit de l'installation des différentes bases militaires. Le Niger est en train de devenir une sorte de panacée pour les puissances occidentales. Nous avons déjà protesté il y a 5-6 ans l'installation abusive des bases militaires américaines, ensuite françaises, renforcées en 2014. Aujourd'hui, le nord-est du Niger est entre les mains de ces bases militaires-là qui ont pratiquement le contrôle sur l'essentiel du territoire national en termes de superficie, mais aussi en termes de richesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, les Nigériens, leur vie, leur sécurité est entre les mains de ces militaires-là, occidentaux et américains, au lieu que ça soit entre les mains des Nigériens. Sincèrement, moi je crois bel et bien à la détermination et à la capacité de nos forces de défense et de sécurité. Sincèrement, c'est vrai, mais on n'en a pas besoin. Vraiment, on n'en a pas besoin. Quelque part, si c'est des attaques qui pourraient bel et bien justifier des installations comme ça, mais on n'en a pas besoin, nous sommes désolés. Nous croyons toujours à notre force. Nous trouvons tout à fait déplorable que notre pays est envahi par des bases militaires. Avant-hier, c'est les bases militaires françaises et américaines qu'on en parle aujourd'hui. Dans les médias, on parle même des bases militaires allemandes. Ce qui veut dire d'un peu de temps, on n'aura aucun contrôle sur les territoires nationaux. Donc c'est déplorable que la souveraineté de notre pays, la sécurité de notre pays soit léguée à des puissances extérieures. Nous tenons comme seul et exclusif responsable de cette situation, c'est ces régimes, c'est ces pouvoirs sur le président de la République et son gouvernement qui sont en tout cas incapables de mettre à la disposition de nos forces armées des moyens adéquats, des moyens conséquents pour en tout cas répondre à la limite de leurs moyens, en tout cas à toute attaque et aux ennemis. Des bases dont le peuple semble être mis devant le fait accompli au regard du flou artistique qui caractérise leur installation. Les bases militaires étrangères,
certes, elles ont des moyens de communication plus efficaces, mais aujourd'hui, ce que la sécurité du peuple même est menacée parce que c'est eux qui détiennent l'information et notre armée. Ils sont plus informés que notre armée, ils sont plus informés que nos forces de l'ordre, etc., et que nous tous les Nigériens. Et ça, c'est pas bon pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes pris en otage. Nous sommes en train d'assister à une recolonisation politique du Niger, une recolonisation militaire du Niger, mais également une sorte d'insécurité du peuple nigérien parce que aujourd'hui on ne parle plus d'indépendance, on ne parle plus de souveraineté de la nation. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de donner l'espace nigérien à une occupation anarchique de ces forces étrangères. On peut créer les conditions de doter nos forces de défense et de sécurité en des équipements militaires leur permettant d'assurer la sécurité de notre pays. Et si telle est la coopération avec les puissances impérialistes, les puissances occidentales, est une coopération de bonne foi, je pense qu'ils peuvent aider notre pays à l'équipement, en des équipements militaires, en des renseignements, sans pour autant venir occuper des portions du territoire de notre pays. Nous pensons que c'est une situation inacceptable et en tout cas inadmissible. Et cela prouve à suffisance en tout cas que le président et son gouvernement, ils ne sont plus en tout cas en mesure de répondre aux préoccupations et aux aspirations du peuple nigérien. D'installation en installation de ces bases, nous ne cessons pourtant pas de subir des pertes en vies humaines. Finalement, quel dessein nourrissent-elles par leur présence? Quel deal souterrain est-il ficelé pour ne pas communiquer de façon transparente? Des questions qui, sans réponse, actuellement, Meudon ne manquera pas de se chercher le tribunal de l'histoire. L'actualité au plan politique, la réunion du Conseil national du dialogue politique CNDP d'hier a entériné le report des élections locales qui devraient se tenir en janvier prochain. Une décision jugée illégale selon le porte-parole de l'opposition politique, n'est-ce pas, Alice Ibrahim? Le Conseil national de dialogue politique est une instance dont la vocation est de promouvoir le dialogue politique et cela en rassemblant les différents courants politiques de notre pays. Ainsi, suite à une réunion du CNDP qui s'est déroulée en l'absence de l'opposition, le Premier ministre Brigitte Raffini avait annoncé le report des élections locales. Une décision qui dénonce Intinikar Alassane, président du parti PNPD à Kalkassa et porte-parole du FRDDR. Notre réaction est que les élections qu'ils ont reportées, ils ont reporté ça illégalement. Puisque même le président de la République n'est pas habilité à reporter des élections. Et dans tous nos textes, il n'y a aucun texte qui est habilité même à reporter les élections. Et en plus, leur réunion, d'ailleurs c'est une réunion des clans de Brigitte, et ce n'est pas le CNDP, c'est les clans de Brigitte. Ce sont eux qui ont décidé de reporter les élections. Et nous, notre position, nous avons dit que nous respectons la loi et on va les ramener aussi à respecter la loi. Ensuite, pour le porte-parole du FRDDR, Intinikar Alassane, rien ne justifie le report des élections locales. Il n'y a aucune loi, aucun texte qui autorise les reports, ni la prolongation des mandats. Quel est le problème? Ils parlent des finances, ils n'ont pas d'argent. Ils ont mis ça où? Ils n'ont pas d'argent, ils ont 40 ministres aujourd'hui. Il n'y a pas d'argent, hein? Ou bien ils ont fait un trou dans leur maison pour enterrer l'argent. Ils sont en train de construire partout et aujourd'hui ils vont nous dire qu'ils n'ont pas d'argent. Donc même demain, arrivé à la fin des mandats d'un président, ils peuvent dire qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de moyens pour partir aux élections et il va prolonger son mandat. Aussi à ce niveau, une question s'impose. Le Conseil de dialogue politique est-il crédible dans ses agissements actuels? Mais le CNDP n'existe pas. Il n'y a pas le CNDP. Le CNDP, c'est les trois groupes. L'opposition, les non-affiliés et la mouvance. Et ça, là, c'est une décision de quelques partis, certains partis politiques. Ce n'est pas le CNDP. Il n'y a pas eu le CNDP. Il n'y a que les clans
de la mouvance, ce sont eux qui ont pris cette décision. Il n'y a pas eu le CNDP. Le CNDP n'existe pas. Il n'y a pas un dialogue politique au Niger. Ça, tout le monde le sait. En tout état de cause, le report des élections locales laisse les citoyens dubitatifs, des citoyens qui comprennent que les élections, qu'elles soient présidentielles, législatives ou locales, n'ont pas le même degré d'importance quant à leur réalisation. Dans le registre des reportages sur les grandes écoles et instituts de la formation professionnelle, nous faisons découvrir aujourd'hui l'école polytechnique de Niamey EPN. L'EPN, c'est un des géants de la formation professionnelle et technique qui offre directement des débouchés dans le monde de l'emploi. Le public reportage est signé Michel Légy. C'est en 2008 que l'école polytechnique de Niamey a vu le jour avec le choix d'une seule filière enseignée dans l'optique d'une meilleure crédibilité de l'école et pour une formation de qualité. Une filière dite sécurité, réseau et système qui offre un double diplôme dans une approche dite APC ou approche par compétence qui fait aujourd'hui l'une des forces de l'EPN. Dans le système APC, en fait, l'étudiant apprend par l'action. Et dans la politique, ça veut dire l'intégration. Et l'enseignant, son rôle n'est pas un transmetteur seulement de connaissances, mais il est aussi un organisateur et un animateur de l'activité d'apprentissage. Une école dont la force réside également dans son immense réseau de partenaires avec lesquels elle partage les mêmes approches de formation. L'école est partenaire avec le Cégep de Sherbrooke au Canada. Donc dans ce sens, tous les étudiants sont inscrits directement au ministère de l'Éducation du Québec. L'école est aussi centre européen d'examen, tout ce qui est licence et master européen. L'école, elle est centre UNESCO, Univoc, elle est centre Microsoft, elle est centre Cisco. Là, tous nos étudiants, 100%, ils sont embauchés dès leur stage. Donc nous avons des partenaires un peu partout dans le monde et nous nous appuyons des expériences d'autres pays. Donc depuis sa création, l'école elle n'a pas plus de 100 étudiants depuis la création parce que on est limité en nombre. Pourquoi? Parce que on a un objectif. Donc, et dans cette approche, on doit être proche de l'étudiant. On doit s'assurer qu'il maîtrise le domaine. Je peux donner un exemple. Pour faire des omelettes, tout le monde sait faire comment des omelettes théoriquement, mais l'exemple, c'est que si tu prends un étudiant, non seulement il doit savoir les ingrédients pour faire l'omelette, mais il doit nous présenter une omelette déjà bien faite. Donc en fait, c'est un peu ça dans les domaines informatiques. C'est pour ça que la plupart, autant qu'ils sont embauchés, d'autres travaillent à Orange, d'autres travaillent à Areva. Et durant même leur thème de stage, ce qu'on fait, on connaît déjà. Étant parenthèse, l'école, elle fait partie d'un groupe qui s'appelle Groupe Benalia. Nous sommes déjà dans le domaine de l'énergie solaire, dans le domaine de l'électricité. Donc nous connaissons déjà les besoins du marché. Donc les thèmes qu'on donne à nos étudiants, c'est des thèmes qui répondent aux besoins. Donc si je connais ton besoin, je viens, je te présente quelque chose, c'est clair, je vais me vendre. Donc en fait, c'est comme ça que les étudiants ici, ils sont embauchés. Donc la force vraiment, c'est ça, on les accompagne dans le domaine technique. Grâce aux performances que l'EPN a su développer en 8 ans d'exercice, une nouvelle filière très sollicitée par des sociétés locales et internationales est en train d'être programmée pour démarrer dès cette rentrée 2016-2017. Il s'agit de la filière A3E, automatisme, électricité, électromécanique, énergie. Et cette filière, je dirais que bon, c'est vraiment l'avenir pour les jeunes et pour les entreprises. Aujourd'hui, tous les problèmes qu'on rencontre, c'est le problème d'énergie. Et là, déjà, nous avons déjà quelques demandes de certaines entreprises pour placer nos étudiants par rapport à cette filière. Donc, la filière, elle va tourner autour de 20 personnes. Peut-être il y aura des groupes en cours du jour et en cours du soir. C'est une filière vraiment très, très intéressante et qui répond aux besoins actuels vraiment du pays, surtout dans l'énergie. Dans le but de mieux assurer ces nouveaux axes de formation, l'EPN a jugé utile de quitter ses anciens locaux. Nous avons modifié les salles. Donc en fait, les nouveaux locaux, c'est pour permettre aux étudiants de bien se mettre à l'aise. Et aussi très important, au niveau de l'école, nous avons un centre de recherche et développement. Donc c'est aussi ce centre de recherche et développement qui cadre certains de nos étudiants. Donc pour un exemple, sur nos étudiants, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, là, nous avons des étudiants en fin de cycle. Donc on leur propose un thème bien défini et ils le font à travers les centres de recherche et développement. Donc qui crée une école, crée les conditions pour accès au savoir. Et étant citoyen et patriote, moi je me bats pour qu'il
qu'il y ait des compétences au niveau des jeunes. Je sais ce que c'est la compétence parce qu'en tant que PDG du groupe Benalia, on embauche des gens. On est confronté des fois à ces problèmes, il faut qu'on fasse des formations supplémentaires. Et aujourd'hui, de manière générale, c'est possible. Donc on a vraiment des preuves. Les étudiants, ils sont embauchés et je pense pourquoi pas faire embaucher d'autres personnes. Donc vraiment, en résumé, notre souci, c'est qu'il y ait un niveau de compétences élevé pour répondre aux besoins de notre cher pays qui est en train de se développer. Situé au quartier Plateau, au pied de l'échangeur Malibéro, l'EPN reçoit des bacheliers et des titulaires de la licence après étude de dossier et un entretien. Sa vocation est de former des leaders citoyens capables d'être des agents de changement positif pour leur société. Revenons donc sur l'attaque de Tizalit qui a eu lieu hier et qui a endeuillé le peuple nigérien. Le bilan officiel est tombé. 22 morts parmi nos forces de défense et de sécurité et 5 blessés. Les résultats des poursuites engagées par nos forces de défense et de sécurité sont attendus prochainement. En attendant, le gouvernement présente ses condoléances aux familles des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Un deuil national de 2 jours à partir de demain est décrété donc pour saluer la mémoire de nos vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur. C'était là un résumé du communiqué du gouvernement relativement donc à cette attaque qui a eu lieu hier à Tizalit, c'est exactement dans le camp de réfugiés maliens, et qui a provoqué la mort de 22 éléments de nos forces de défense et de sécurité et 5 blessés. L'actualité hors de chez nous, en Haïti, un ouragan Mathieu a fait 800 morts et des milliers sans abri et des villages et des champs dévastés. L'ouragan Mathieu a tout dévasté sur son passage. Cela fait 3 jours que les 35 000 habitants de Jérémie sont coupés du reste du monde. Martin Bout, directeur du principal réseau de télécommunications d'Haïti, est le premier à atterrir sur place. Jusqu'à présent, les habitants n'ont reçu aucune aide extérieure. 80% des habitations sont détruites. Les Haïtiens tentent de sauver des décombres, ce qui peut encore l'être. Hazel, qui est passé en 54, c'était le dernier vrai gros cyclone qu'ils ont eu ici. Tous les vieux de la ville ont dit que maintenant c'est beaucoup plus grave. En voyant ça, c'est assez désolant. Surtout, hier, quand je suis venu, c'était encore mouillé, il y avait encore les feuilles qui étaient... Les corps des victimes jonchent encore les rues de la ville. Impossible pour le moment de chiffrer le nombre de morts. Dans le sud du pays, ils sont plusieurs centaines en tout cas. Par chance, Michel, sa femme et ses 4 enfants sont sains et saufs. Ça, c'était une chambre. À partir de 4 heures, le vent a commencé à souffler. Des parties de la maison nous sont tombées dessus. Alors on s'est enfui. À peine étions-nous sortis que la maison s'est effondrée. En 2010, j'habitais à Port-au-Prince. Mon logement s'était déjà écroulé. Pour nous, c'est comme si le cauchemar recommençait. Martin Bout et son équipe espèrent pouvoir rétablir le réseau téléphonique d'ici ce soir. Ok, bonne chance, good luck. Mais il faudra beaucoup plus que le retour des lignes téléphoniques. Le bureau de l'ONU estime que 300 000 Haïtiens nécessitent une aide d'urgence. En France, le démantèlement de la jungle de Calais inquiète les défenseurs des droits humains. Suivez ce reportage. Est une gigantesque ruche, bouillonnante d'activité. Ici, chaque jour, une centaine de bénévoles s'activent. Ils réceptionnent et trient des tonnes de dons qui arrivent à l'association. Ça sont par exemple des tentes qui viennent d'arriver. Christian Salomé est le président de l'Auberge des Migrants. Après un été mitigé, les dons de particuliers recommencent à affluer ici. Mais avec le démantèlement annoncé de la jungle et le placement de nombreux migrants en centre d'accueil et d'orientation, les besoins sont désormais très spécifiques. Ce que nous recherchons actuellement, ce sont des sacs à dos, style 30, 40, 50 litres, de façon à ce que les gens puissent emmener dans les bus un peu de vêtements, un peu de
paire de chaussures en réserve, quelques vêtements, un sac à dos, voilà. Pareil au plus urgent, s'adapter à la situation, c'est le travail de Renke. Depuis son ordinateur, il pilote les arrivées de dons. L'évacuation de la jungle représente pour lui un défi logistique, d'autant que sa date n'a toujours pas été fixée. Nous ne savons pas grand-chose sur les centres d'accueil. Nous préparons tout de même beaucoup de biens dont nous pourrions avoir besoin en cas d'évacuation, qu'ils aillent en centre d'accueil ou ailleurs. Nous stockons beaucoup d'articles et devrions ainsi être capables de faire des packs complets et d'agir, même si l'on nous prévient quelques jours avant. D'après les membres de l'association, sur les quelques 10 000 personnes présentes dans la jungle, un peu plus d'un tiers devraient accepter d'aller en centre d'accueil. Les milliers d'autres pourraient préférer rester à Calais ou dans la région, attendant peut-être un jour de passer au Royaume-Uni. Ce communiqué du gouvernement, je disais donc, un camp de réfugiés maliens basé à Tizali dans le département de Tassa, la région de Tawa, a été attaqué hier par des éléments non identifiés. Le bilan officiel est désormais tombé. Il fait état de 22 morts parmi nos forces de défense et de sécurité et 5 blessés. Les résultats des poursuites engagées par nos forces de défense et de sécurité sont attendus. En attendant, le gouvernement présente ses condoléances aux familles des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Un deuil national de 2 jours est à cet effet décrété à partir de demain pour saluer la mémoire de nos vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur. Ainsi prend fin ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir et bon week-end.